Alors que je faisais tranquillement des spoils humoristiques sur des films que j'aime, un mystérieux être, l'antagoniste, est apparu, a priori à cause de mes jeux de mots. Aussi improbable que soit la situation, elle est pourtant vraie. Cet être qui me ressemble comme deux gouttes d'eau s'amuse depuis lors à me subtiliser les affiches des films dont je parle. Et il est devenu, depuis un certain temps, de plus en plus dangereux de le laisser agir librement. C'est pourquoi IB et moi nous sommes rendus chez mon père, afin d'avoir des réponses à mes questions, et ainsi établir un plan pour mettre fin à cette menace grandissante. Ma théorie, c'est que ce nouveau toi que tu as créé involontairement à cause de tes jeux de mots, veut prendre ta place. C'est d'après ce que tu me dis, un parfait opposé à toi, dénué d'humour et de second degré, habillé tout de blanc et sans un poil de barbe. Oui, enfin ça, on l'avait plus ou moins compris, mais la question c'est pourquoi est-ce qu'il me poursuit et il me vole mes affiches? Attends, j'y venais justement. Pour lui, tu représentes tout ce qui ne va pas, tout ce qui est obsolète. Pour lui, tu vis dans le passé, à parler de films qui ne sont regardés que par les plus de 30 ans. Et encore. Aussi, je pense qu'il vole tes affiches pour rayer ces films de la mémoire collective. Et certainement prendre ta place pour éviter de se projeter dans le passé. C'est-à-dire? Eh bien, il ne va sûrement parler que de films récents, en vantant toute leur qualité. Pire, il ne va plus parler de cinéma, mais de sujets actuels et de sa propre vie. Tout ça de manière très sobre, sans jeu de mots, sans humour, sans avis tranché. Il fera plus tard des vidéos tendances, et on pourra peut-être même le voir jouer à Fortnite. Non. 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 Et après, il ne s'arrêtera pas là. Il fera même des vidéos de top et de classement. J'aime bien les tops. Quoi? Si. Bon, comment je peux me débarrasser de cette malédiction? Ah ça par contre j'en sais rien, c'est juste une supposition que je fais. Mais pas! Tu dois bien avoir une idée ou une piste. Non. Mais allez, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Bah écoute, selon ce que tu m'avais écrit sur ton script là... On va y aller. Merci de ton aide précieuse, papa. C'était de l'agneau? C'était de l'agneau. C'était de l'agneau? C'était de l'agneau. Ah bah t'es déjà revenu. Mais tu t'es changé vachement... Alors pourquoi faire Terminator 2 directement et pourquoi ne pas faire le premier d'abord? Eh bien, la raison majeure et principale, c'est parce que c'est tout simplement mon film préféré. Et ensuite aussi pour quelques raisons logiques, c'est que j'ai vu Terminator 2 avant Terminator 1, que le premier a moins marqué mon esprit et surtout que le 1, je ne l'apprécie pas plus que ça. Attendez avant de gueuler, je vous explique. Étant gamin, forcément, tu vois deux machines se mettre sur la gueule de manière dantesque, tu vois Schwarzy en protecteur invincible au plus haut potentiel du charisme et de la classe qu'il peut avoir, tu t'identifies un peu à John Connor comme c'est lui aussi un enfant. Et le tout dans une ambiance sombre, pesante, mais surtout très prenante. Mais ça, je vais y revenir. Et quelques temps plus tard, lorsque tu vois le premier film, eh bien tu le trouves tout simplement moins bon. Tu es choqué de voir Schwarzenegger en méchant, tu es déçu qu'il n'y ait qu'un seul Terminator, et même si aujourd'hui ce n'est pas ce que je reprocherais du tout au film, quand tu es un gosse, tu es déçu que les effets spéciaux soient pas ouf. Pourtant, bien souvent, c'est l'inverse. Quand t'es enfant, tu te fous un peu de la qualité des effets, et c'est plus en grandissant que tu deviens pointilleux. Mais même enfant, cette scène m'avait perturbé. Après, faut pas déconner, c'était quand même sacrément bien foutu pour l'époque. Mais ne nous détournons pas du sujet. Aujourd'hui, c'est de Terminator 2 dont on parle. Après une arrivée remarquée dans un bar un peu malfamé de Los Angeles, Arnold Schwarzenegger alias le T-800 récupère très vite des vêtements en faisant comprendre à toute l'assemblée qu'il est du genre insensible. Je peux pas te laisser lui piquer sa bécane. Descends de là ou je te bute. Le taux d'instinct de survie de cet homme? Instinct de survie. 0. Évidemment, le T-800 se saisit de son arme ainsi que de ses lunettes noires dans sa poche. Parce que l'on a beau être une machine, Le style à son
Très rapidement, un deuxième personnage fait son apparition, volant lui aussi des habits mais sur un officier de police qui passait par là au mauvais moment. Ce second Terminator, incarné par Robert Patrick, est le redoutable T-1000. L'antagoniste du film. Il se renseigne tout de suite sur John Connor dans la voiture de police. John Connor, qui d'ailleurs est un jeune petit con, placé chez des tuteurs car sa mère, Sarah Connor, est enfermée dans un asile psychiatrique à sécurité renforcée sous la surveillance du docteur Silberman. Et si vous savez pas pourquoi, il fallait voir le film avant. Et le 1 avant celui-là. Le T-1000 va demander des informations chez les tuteurs de John et récupère une photo de lui alors que ce dernier se sert de ses talents de jeune délinquant pour soutirer de l'argent via une carte de crédit volée. Sa mère, pendant ce temps, perd son sang-froid face au docteur Silberman qui trouve ici une parfaite occasion pour la maintenir internée. Et un nouveau personnage est présenté, Miles Dyson, qui se trouve travailler dans un laboratoire de recherche dont on va bientôt reparler. Vous connaissez l'expression « le hasard fait bien les choses ». Eh bien, en voici les 2 exemples les plus marquants, tout de suite sur 2 scènes consécutives. Le T-800 se baladait sur sa moto super stylée et en tournant la tête il vit sa cible John Connor. Pendant ce temps, ailleurs en ville, de gamines vont dire au T-1000 que notre cher John Connor vient de passer par là. À Los Angeles, à Los Angeles. C'est tout petit, tout le monde se connaît, John il ne peut pas se planquer. C'est maintenant que ça va chier à Los Angeles. Le T-1000 repère John qui fuit mais se retrouve face au T-800 qui heureusement va le protéger. Alors que l'on se rend très vite compte que le T-1000 est quasiment insensible aux balles, tout comme le T-800 mais d'une manière encore plus efficace, on peut aussi comprendre qu'il semble supérieur à son adversaire en force physique pure. Méfiez-vous des apparences. Méfie-toi des apparences. John n'attend pas son reste et fuit au guidon de sa moto. Le Terminator se lance à sa poursuite, mais n'arrivant pas à rattraper la moto à la course à pied, il réquisitionne un camion en jetant son conducteur hors de l'habitacle. Et voilà, il faut attacher sa ceinture au volant. On ne sait jamais. Si un Terminator veut vous carjacker... D'ailleurs, bonne pioche pour le T-1000, ce camion est le plus solide du monde. Il en prend plein la gueule, mais roule quoi qu'il arrive. Le T-800 arrive à leur trousse et récupère John avant de faire exploser le camion. L'ennemi ayant disparu dans les flammes, ils peuvent fuir loin de lui. Mais bien sûr, il n'est pas du tout mort. Il ressort du brasier sous sa forme de métal liquide avant de reprendre sa forme humaine. John fait rapidement connaissance avec son protecteur et apprend que c'est lui-même, dans le futur, qui a reprogrammé et renvoyé ce Terminator à cette époque pour se protéger. Ça c'est profond. Et on en apprend encore un peu plus sur ce fameux T-1000 lorsque John appelle ses tuteurs. Ils se sont fait tuer par le Terminator qui peut fabriquer des armes blanches à partir de son propre corps ou imiter un autre humain s'il a été en contact physique avec ce dernier. De ce fait, John veut aller sauver sa mère prisonnière à l'hôpital, mais le T-800 l'en empêche car il y a trop de risques que le T-1000 les intercepte là-bas. C'est alors qu'une chose très intéressante va se produire. Débarrassez-moi de lui, mais lâche-moi! Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça? Parce que tu me l'as demandé. C'est cool, j'ai mon Terminator. John va donc pouvoir demander ce qu'il veut au T-800, qui est obligé de lui obéir. Et le naturel de ce petit con revenant au galop, il va renvoyer chier 2 gars qui étaient venus l'aider lorsqu'il a gueulé comme un cochon qu'on égorge. Mais quand je dis qu'il les renvoie chier, c'est pas juste « Non mais cassez-vous les gars, c'est bon en fait, désolé ». Non, c'est vraiment « Je suis un petit connard avec un jouet destructeur dans les mains ». Va te faire voir, branleur. Petite merde. Attrape ce con, je peux pas croire qu'il m'ait dit ça. Génial! Vous imaginez s'il continue sur cette voie? Ça va être quoi la prochaine demande? Waouh! Regarde ce type, sa veste est trop stylée. Tabasse-le et ramène-la moi. En VF, bordel de merde. Trop cool. Waouh. Regarde cette nana. Ramène-la moi que je puisse. Ok, vous avez compris l'idée. On va s'arrêter pour les exemples. Fort heureusement, John redescend sur Terre lorsque son jouet risque d'abattre ces 2 hommes. Il lui ordonne donc de ne plus tuer d'humains et qu'ils doivent aller secourir sa mère. Cet homme est un médecin dont le diplôme a été validé par l'État, et chaque jour, il sauve des vies. S'étant fait lécher la joue assez de soir désormais, Sarah décide de fuir de sa cellule pendant qu'au même instant, le T-1000 arrive à l'hôpital pour la retrouver, comme l'avait prévu le jouet de John. Il prend l'apparence d'un garde et s'en débarrasse afin de pouvoir circuler librement dans le bâtiment. Sarah, elle, refait le nez du docteur Léchouille et se dirige dans le sens inverse du T-1000, prenant au passage le docteur Silberman en otage. À partir de là, tout s'enchaîne assez vite. Sarah se fait poursuivre après avoir passé les portes de sécurité. Le T-1000 remonte ses traces, John et le T-800 arrivent, Sarah se fait attraper par les médecins mais le T-800 la sauve et le T-1000 se retrouve face à eux. Ils doivent fuir et prennent donc l'ascenseur.
Couchez-vous! En même temps, voilà ce que c'est de ne pas écouter. Un connard. Hein? Rien. Il récupère une voiture, la grosse flaque de mort va argenter les poursuit de nouveau, il lui tire dessus. Faudra quand même leur dire à un moment que les tirs de pistolet ça ne lui fait rien, je crois qu'ils ne s'en sont pas encore rendus compte. Et alors que le T-1000 n'a jamais été plus près de sa cible et touche enfin au but, un coup de fusil bien placé viendra le décrocher, permettant à nos héros de fuir la menace. Pourquoi tu t'arrêtes là? Je te laisse descendre ici, on va se retrouver chez toi. Et toi, tu vas où? Récupérer mes affiches. D'accord. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je pense que tu dois t'en douter. Tu veux tes affiches, n'est-ce pas? Oui, du coup. Je sais qu'il va te les envoyer parce que t'es une personne de confiance et que t'as des relations. J'ai besoin de les récupérer. Écoute, j'ai juste besoin de quelques affaires. Mes affiches, 2 armes et des munitions. Et tu veux pas le plombage de mes putains de dents tant que tu y es? Tout de suite, Laura. Je sais très bien que t'es en mesure de me fournir ça. Voilà, tes affiches, ton premier flingue, tes munitions, le deuxième flingue, les deuxièmes munitions. Mes encouragements, la porte est par là. C'est tout? Bah ouais. Après tout ce que j'ai dû endurer? Tu veux pas non plus que je te chante la Marseillaise? Non, pas forcément. Mais un petit sourire, ça m'aurait fait plaisir. Il roule en direction du sud, John apprend quelques façons de parler à son jouet, dont le culte. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Et là intervient ma plus grande déception de ce film tant adoré. Une erreur de temporalité. Le T-800 explique que c'est Miles Dyson qui va mettre en place le projet Skynet. Sauf qu'il dit cette phrase. Dans 3 ans, Cyberdine devient le plus important fournisseur de matériel électronique militaire. Le financement de Skynet est voté. Le système se met en place le 4 août 1997. Ok, donc là on est en 1994. Sauf que John, lui, il est censé être né en 1985. Vous allez me dire que c'est un gamin de 9 ans, ça? Qui conduit une moto, vole de l'argent et parle comme une petite racaille? Mais non, évidemment! Car dans le film, il est censé avoir au moins 12 ans. Et je dis bien au moins 12 ans. Mais dans ce cas, on serait déjà en 97. Date du jugement dernier. Ce qui fait que ça non plus, ça ne colle plus. Donc c'est pas cohérent. Donc erreur de temporalité. Ah! Continuons vite afin que j'oublie qu'il y a une erreur dans le film. Ils arrivent chez des amis, le T-800 découvre ce qu'est un bébé et ils font le plein d'armes et de munitions. Celui-là, il a été fait pour toi. Oh, la suite va déchirer. Sarah, à qui le Terminator a donné des informations détaillées sur Miles Dyson, décide, après un cauchemar de fin du monde, d'aller éliminer cet homme qui est, selon elle, clairement l'instigateur du jugement dernier. John et le T-800, lorsqu'ils comprennent ça, se lancent à la poursuite de Sarah pour l'empêcher de tuer Dyson. Sauvé inconsciemment par son fils, Miles se cache derrière son bureau, sommant à sa femme et à son fils de fuir. Tarissa, sauve-toi avec Danny, vite! Cours! Oh mon Dieu! Miles! Bon alors, autant quand elle fait feu, tu restes planqué, d'accord. Mais quand tu la vois arriver en marchant loin, casse-toi, mec! Instinct de survie. 0. Eh ben non, il hésite 3 plombes avant de se décider, donc forcément... Mais encore une fois, son fils s'interpose. Un vrai héros, ce gosse. John et le Terminator arrivent finalement, et là, il va révéler son identité à Dyson. Bon alors, je sais très bien que c'est pour faire écho au début du film, lorsque Dyson contemple le bras dans le labo, que le Terminator enlève toute la peau de son avant-bras, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Genre, je veux dire, un doigt aurait suffi comme preuve. Le Terminator explique à Dyson ce qu'il va créer dans l'avenir, et tous ensemble, ils décident de se rendre chez Cyberdine Systems pour détruire la puce et le bras de l'ancien Terminator, CF Terminator 1. afin que personne ne puisse reprendre le projet et ainsi créer ce qui détruira l'humanité. Il est venu ici. Quoi? Comment tu le sais? Oh. Pas de problème. Regarde, j'ai récupéré les 2 affiches que t'avais confiées à Laura et j'ai aussi récupéré 2 flingues. On va la tirer dans un piège. Maintenant, on ne peut plus fuir. Donc je vais devoir finir de parler de ce film et on va l'affronter. Armé
Et pareil, avec les 2 dernières affiches. Les 3 dernières affiches. Regarde. Mais comment est-ce que... Tu peux finir de parler du film. Ok. Mais avant, j'ai juste une dernière chose à faire. Dès l'arrivée au labo Cyberdine, Dyson met en œuvre ses talents incroyables de menteur. Salut. Karl. Hein des amis qui ne sont pas d'ici et j'ai pensé que... Salut. On pourrait monter... Je voudrais leur montrer le labo. Bonsoir. Salut. Comme il est 1h du matin, je me suis dit que c'était l'heure idéale pour faire visiter le laboratoire de recherche à mes amis ici présents qui n'ont pour ainsi dire pas l'air louche du tout. Évidemment, le subterfuge ne tient pas 5 secondes et ils emploient la manière forte. Mais quelques instants après, un second garde arrive et découvre son collègue ligoté dans les toilettes. Franchement, ils auraient pu faire un effort là-dessus. Ils le laissent à peine à 5 mètres de son poste de travail. Ils auraient pu l'assommer et mieux planquer le corps. Évidemment, le deuxième garde active l'alarme muette, ce qui bloque toutes les portes électroniques du bâtiment et prévient des renforts car il a reconnu les fugitifs que sont le T-800, Sarah et John Connor. Pendant ce temps-là, le T-1000, qui s'est fait un nouveau look motard policier, reçoit les infos comme quoi ses cibles sont à Cyberdine et qu'il y a besoin de renforts sur place. Ah, ça va, du renfort, du renfort. Ils ne sont pas censés savoir que l'un d'eux est un Terminator, et puis ils ne sont que 4. Finalement, au vu de leur efficacité, il y avait sûrement besoin de plus de renforts. Regardez, ces mecs se mettent à riposter seulement lorsqu'ils tournent le dos. Il y avait moyen d'ouvrir le feu bien avant. Allez, c'est pas grave, ça me donne une très bonne occasion de le placer une dernière fois. Et alors qu'ils ont récupéré le bras et la puce, piégé tout l'étage avec des explosifs et sont prêts à fuir, le SWAT intervient dans l'immeuble et c'est le drame. Dyson est blessé et conserve le détonateur sur lui. Sarah est bloquée dans une pièce sans issue et les flics continuent à tirer dans tous les sens. Mais ils ont un Terminator avec eux, bordel! Ils passent donc par la voie la plus courte et ils le descendent pour sortir. Miles meurt, lâchant ainsi le détonateur et faisant disparaître ses recherches alors que le T-1000 arrive sur les lieux. Et de nouveau ici, nous avons la chance de voir des gens avec une absence totale d'instinct de survie. Les policiers tentent d'intercepter le T-800 dans le hall d'entrée en lui tirant dessus. Mais au bout de 2 ou 3 rafales, ils devraient bien voir que ça n'a aucun effet et que ça fait un bruit de métal. Chef! C'est normal que ça fasse un bruit de métal quand on lui tire dessus et qu'il continue à marcher? Mais t'as dû gratter, tu sais tout. Dis-le, on va le buter. Ouais, enfin, ça fait bien 10 secondes qu'on est à 8 à lui tirer dessus et qu'il continue à avancer. Tu discutes pas de mes ordres de tir. Pourcentage de stupidité. 100. Fort heureusement pour eux, le T-800 n'a pas le droit de les tuer et ils finissent tous avec une balle dans la jambe. Ils gazent également tout le reste de la flicaille à l'extérieur et récupèrent John et Sarah. Mais le T-1000 les ayant repérés, le plus dur reste encore à venir. Réquisitionnant l'hélico de la police, ils se lancent à la poursuite des héros. Après un échange de coups de feu avec Sarah, il la blesse à la jambe. Le T-800 pile, ce qui fait que l'hélico s'encasse dans la camionnette et explose. Et tout le monde meurt. Pourquoi le générique il part pas? Pourquoi le générique il part pas? Parce que t'as déjà fait cette blague. Merde. À cause de ça, la camionnette se renverse, c'est le drame. Le T-1000 réquisitionne alors un camion et les autres une voiture de merde. Vous êtes blessé? Non, non, je ne réagirai même pas à ça. Ce qui fait qu'ils se font rattraper, puis ils finissent dans une sorte de métallurgie alors que le T-800 est monté sur le camion pour faire en sorte qu'il se renverse. L'accident est d'une telle violence que le contenu du camion se déverse. Et pour une fois, les employés de la métallurgie sont des gens qui veulent vivre. Tout le monde sort d'ici! Ils fuient tous alors que le T-1000 sort du camion, mais en étant recouvert du nitrogène liquide que contenait la remorque qui s'est brisée lors de l'accident. Ce qui a pour effet de le geler entièrement. Hasta la vista, baby. Yes! Une victoire en bonne et due forme. Je parlais donc tout à l'heure de l'ambiance de Terminator 2. Pour moi, c'est clairement l'atout principal de ce film qui en fait un grand classique de film d'action et l'un des meilleurs films de tous les temps, dépassant son prédécesseur et restant apprécié par tant de monde encore presque 30 ans après. La particularité de ce métrage, c'est que contrairement à énormément de films, là, le méchant n'est jamais en contact avec sa cible. Je m'explique. Quand je parle du gentil, je parle de John Connor, qui est la cible directe du T-1000. Dans le film, le T-1000 ne touche jamais John et pour cause, s'il le touche, c'est qu'il le tue. Sa mission est de le tuer, il n'a ni sentiment, ni compassion, ni aucune autre motivation. C'est une machine programmée pour effectuer une mission bien précise et ce, par tous les moyens nécessaires sans jamais reculer.
Contrairement à beaucoup de films où techniquement le méchant atteint son but mais pêche par orgueil, comme dans Bad Boys par exemple, où Fouché n'a qu'à tuer Julie lorsqu'il l'a capturée, faire son deal et disparaître dans la nature, et bien ici, le méchant ne peut jamais atteindre son but et tout le long du film, on ressent la menace lourde qu'il représente. Tout ça évidemment porté par la qualité de jeu des acteurs et l'histoire qui tient en haleine jusqu'à la scène finale désormais légendaire. Et si vous venez de vous dire que vous n'avez pas encore vu ces images dans le film, c'est normal. C'est parce que la scène finale, c'est celle qui arrive, et malgré une classe incroyable de finir le méchant sur le « Hasta la vista baby », eh bien dans les faits, ce n'est pas encore sa mort. Ah, c'est tellement dommage qu'il soit à côté d'une source de chaleur puissante. Car oui, comme il y a une fonderie à quelques mètres, les petits morceaux de métal gelé du T-1000 vont se liquéfier et se réunir pour reconstituer le Terminator. Les protagonistes fuient donc vers l'intérieur de la métallurgie. Eh oui, quoi de mieux qu'un bon cul-de-sac lorsqu'une machine à tuer vous poursuit après tout. Que les héros se séparent? Sauvez-vous. Non, il faut qu'on reste ensemble. En réalité, c'est la meilleure chose à faire. Sarah étant blessée, ils ne peuvent pas courir, donc forcément, le T-800 les laisse partir pendant que lui affronte le T-1000 afin de le retarder le plus possible. Et je dis bien retarder, car il sait très bien que son ennemi est plus fort que lui. Il lui bloque un bras dans un engrenage et reprend ainsi sa chasse. Sarah tente de faire la même chose que le T-800, mais résiste encore moins longtemps. Heureusement, le T-800 la sauve de justesse, ayant sacrifié son bras pour se décoincer. Mais la situation est au plus mal. John est seul, Sarah est encore plus blessée, et le T-800 perd définitivement contre le T-1000. Le T-1000 se rapproche enfin de John avec une fourberie. Il se fait passer pour sa mère. Mais... Sarah revient et lui tire dessus à de multiples reprises avant que le T-800 ne revienne lui aussi pour l'achever d'un coup de balle explosif dans le thorax, qui fera tomber le Terminator dans la fonderie directement. Il est revenu. Lui aussi, il est revenu. IB! Tout doit finir ici. Maintenant! Stop! Au revoir. Tu l'as fait disparaître? Tu t'enfuis pas. À quoi bon de toute façon? Tu reviens à chaque fois. Ah, j'avais pas prévu ça, mais... Attends, tu veux pas aller t'asseoir pour la suite? Bon, à quoi tu joues? Tu veux pas me faire disparaître aussi qu'on en finisse? Te faire disparaître? Mais jamais de la vie, je veux t'aider, moi. Mais si, je t'assure. Moi, ce que tu fais, je trouve ça intéressant et j'aimerais participer à tout ça. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'es complètement en train de te foutre de ma gueule, en fait. Mais pas du tout. Tu vas me dire que toi, l'être que j'ai créé involontairement avec mes blagues, qui me poursuit, me vole mes affiches, est insensible aux balles et a même fait disparaître mon meilleur pote? Toi, t'es là parce que tu veux participer à ce que je fais. Oui, c'est ça, pourquoi? C'est pas bien. Mais c'est pas que c'est pas bien, mais c'est que t'es le méchant. Tu me poursuis, tu me fous les boules et puis tu veux me tuer depuis le début. Ah, mais non, mais pas du tout. Et puis, en vrai, si j'avais voulu te tuer, ben, j'aurais pu le faire depuis bien longtemps étant donné que je savais où t'habitais. Ah, et venir me parler, tu pouvais pas le faire. Ah, alors oui, mais... Oh, mais pourquoi t'as fait ça? Pour voir si je pouvais te toucher et si c'était réel. Et, bah apparemment, ça l'est. Ah, mais arrête! Désolé, ça me fait du bien. Et puis en plus, j'aime pas du tout que t'aies ma tronche. Ah, attends! Tu peux changer d'apparence? Oui. Pourquoi t'as pris celle d'IB? Je ne peux le faire qu'avec les personnes avec qui j'ai eu un contact physique. Mais ça alors, quelle surprise. Change, t'as pas le droit de souiller mon meilleur pote. Comme ça c'est mieux?
Non. Pourquoi? Parce que lui, si je l'entends parler, en fait, ça va trop me perturber. Je peux dire, mais qu'est-ce que je fais là? Je te conseille pas. Ok, je comprends. Et là? C'est qui ça? Je sais pas, un type que j'ai croisé en arrivant. Ouais... Ça va toujours pas? C'est quoi le problème? Tu le connais pas, lui? Bah justement, c'est ça. Moi, un gars que je connais pas, chauve et avec un boucrou, je sais pas... Ça fait pas crédible, en fait. Change encore. Mais sans déconner. Change encore! C'est mieux comme ça? C'est mieux. Mais attends, tu les as tués aussi? Hein, quoi? Mais j'ai tué personne, moi, ça va pas? Et bien, on en parle? Ah, mais il est pas mort. Pardon? Tu l'as désintégré? Ah non, je l'ai juste téléporté. Ah oui, et où ça? Oh bah ça, je sais pas, hein. Ok, si je t'assure, je sais vraiment pas, mais je sais qu'il est vivant. Ah oui? Et comment tu peux le savoir? Parce que je l'ai déjà fait avec quelqu'un et que j'ai revu cette personne après. Ah oui? Et avec qui? Comment je pourrais en avoir la preuve? Avec toi. Quand je t'ai téléporté chez lui, puis de nouveau chez toi pour le 5e élément. Tu peux baisser ta main maintenant. Reprends mon apparence si tu veux. Tu es bien conscient que tu vas avoir besoin de nombreuses heures pour m'expliquer tout le bordel que tu as foutu dans ma vie récemment? Oui, je m'en doute assez. Très bien. Tu as dit que tu voulais m'aider aussi, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok, dans ce cas, si tu veux vraiment m'aider, tu vas devoir faire une chose pour moi avant. Laquelle? Retrouve Ivy. Retrouve mon pote que t'as envoyé je ne sais où dans la nature. Fais ça, et alors on pourra bosser ensemble. Mais... tu veux pas que je t'explique tout avant? Non, j'ai appris à être patient, et vu comment les choses ont tourné, j'ai vraiment pas envie de me surcharger la tête d'infos pour le moment. La journée a été assez exhaustive comme ça. Si tu le dis. Bon, tu veux que je commence quand? Maintenant, ça me paraît une bonne idée. Ok, mais pour les deux Gugus qui sont sur le pas de la porte et qui me menacent, là on fait quoi? Hein? Wow, on se calme. Tout va bien, il est pas menaçant finalement. Oui, bah ça je le savais déjà, merci. Et toi, baisse ça, il est insensible, en plus tu sais même pas t'en servir. Toi par contre, tu vas avoir des choses à m'expliquer. Ouais, c'est sûr. Au moins autant que lui. Hein. Et moi je crois que je vais devoir y aller. Ah mais ça veut dire qu'on arrive à la fin alors? Ah mais tu crois que c'est fini?